of Steel, réalisé par Zack Snyder. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de la série Dans ton culte, bienvenue. Abonnez-vous, bien sûr, si c'est pas déjà fait, ce sera le meilleur moyen de me soutenir pour que je puisse vous produire d'autres épisodes. Un épisode très attendu, forcément. On continue notre saga Superman avec ce film donc sorti en 2013 qui relançait l'univers DC au cinéma à l'époque. Film évidemment qu'on peut considérer aujourd'hui, plus de 10 ans après, comme un film culte. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui à Man of Steel. Après l'échec très relatif de Superman Returns de Bryan Singer, qui n'avait pas engrangé suffisamment de bénéfices selon les boss de Warner Bros, les projets pour un nouveau film de la saga Superman ont longtemps été mis entre parenthèses. Mais devant le succès des derniers films Batman réalisés par Christopher Nolan, Warner décide alors de construire une nouvelle saga sur le même modèle que Batman Begins et ses suites, The Dark Knight, sorti en 2008, et Dark Knight Rises en 2011. C'est donc Christopher Nolan, son frère Jonathan et David S. Goyer, spécialistes des adaptations ciné de comics, qui auront la tâche de s'atteler au reboot de Superman. Marvel ayant déjà entamé avec succès sa première phase du Marvel Cinematic Universe, la réplique de DC se faisait attendre. Mais très occupé à finir sa trilogie et pris par le tournage de The Dark Knight Rises, Christopher Nolan annonce d'emblée qu'il n'aura pas le temps ni l'envie de réaliser le film. Mais en revanche, il en sera le producteur, afin de rassurer Warner. Le 4 octobre 2010, Christopher Nolan choisit un jeune réalisateur du nom de Zack Snyder, et c'est lui-même qui annoncera la nouvelle dans la presse. Bryan Singer et Brandon Routh ont longtemps fait part de leur envie de poursuivre l'aventure initiée avec Superman Returns. Le réalisateur avait d'ailleurs présenté quelques idées de suite à la Warner, avant que celle-ci n'annonce son envie de faire un reboot et ne choisisse Zack Snyder. Et c'est quand ce dernier a précisé que son film n'aurait aucun lien avec les précédents que les espoirs de l'acteur tombèrent à l'eau. Le nom du film est alors dévoilé, le prochain Superman s'appellera Man of Steel, ou L'Homme d'Acier en français. À l'instar du Dark Knight de Christopher Nolan pour la franchise Batman, Man of Steel est le premier film de la franchise à ne pas comporter le nom du super-héros dans le titre. Zack Snyder commence donc la pré-production une fois son dernier film Sucker Punch, bouclé le 18 octobre 2010. Zack Snyder commence alors à dévoiler quelques informations sur le projet. L'histoire de ce nouvel opus sera originale et se basera sur l'origin story du super-héros. Il ne sera en aucun cas lié aux autres films. Il s'agira donc bel et bien d'un reboot. L'histoire de Man of Steel se rapprochant des comics Superman for All Seasons, sorti en 98, Superman Bright Right en 2003 et Superman Secret Origins en 2009. Ces trois comics retraçant les premiers pas de Superman avant qu'il n'intègre le Daily Planet en tant que Clark Kent. Pour Man of Steel, le scénariste David S. Goyer a déclaré avoir abordé le personnage de Superman en l'imaginant réellement exister, pour mieux décrire ses réactions et l'impact qu'aurait sur le monde la découverte d'un tel super-héros. Afin d'incarner Superman, qui est décrit comme ayant 33 ans dans les événements du film, plusieurs noms ont commencé à circuler, tels que John Hamm, Joe Manganiello, Patrick Wilson ou encore Tom Welling, qui avait déjà incarné le personnage dans la série télé Smallville, et Tyler Hoechlin qui passera des auditions avant d'obtenir le rôle plus tard dans l'Arrowverse pour la série Superman et Lois, que je vous recommande d'ailleurs vu la qualité de cette dernière. Le choix se porte finalement sur un acteur anglais qui avait déjà passé le casting de Superman Flyby, projet avorté dans les années 2000. Le nouveau Superman sera donc incarné par Henry Cavill, alors inconnu du grand public comme le veut la tradition dans la saga. Cavill avait aussi déjà été envisagé pour le rôle dans Superman Returns, finalement attribué à Brandon Routh. Henry Cavill semblait donc destiné à porter un jour la cape de Superman. Lors de son audition, Cavill a dû enfiler le célèbre costume afin de tester sa crédibilité dans la peau de l'homme d'acier. Ne voyant personne rire de lui, Zack Snyder a su qu'il tenait son héros. Le costume que l'acteur a essayé est celui que portait Christopher Reeve dans le premier Superman, qui fut d'ailleurs récupéré dans les archives de la Warner. L'acteur déclara que l'objectif de ce nouveau film était d'explorer les difficultés de son personnage qui est confronté à des identités multiples, y compris son nom de naissance Kal-El et son alter ego Clark Kent. L'acteur a également déclaré que le personnage est seul et qu'il n'y a personne comme lui, ce qui peut devenir effrayant et le rendre solitaire. Zack Snyder tenait à ce que le super-héros ressemble au personnage très imposant dessiné dans les comics. Henry Cavill a donc subi une préparation physique très lourde pendant plusieurs mois, et a tenu d'ailleurs à préciser que son imposante musculature ne résultait pas de trucage.
Pour son entraînement physique, en vue d'être le plus crédible possible pour le rôle, Cavill commença sa transformation en consommant près de 5000 calories par jour, avec 2 heures d'entraînement au quotidien et en prenant des protéines pour remplir sa masse musculaire. Dans la version française de Man of Steel, Superman garde la même voix que dans le film précédent. Henry Cavill est donc doublé par Adrien Antoine, qui avait déjà doublé Brandon Roos dans Superman Returns en 2006. Afin d'incarner Lois Lane, reporter au Daily Planet qui vit une histoire d'amour avec Clark Kent, l'actrice Amy Adams, plusieurs fois nommée à l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle, a été choisie à la place de nombreuses actrices ayant passé le casting, comme Olivia Wilde ou Mila Kunis. La production du film a fait passer beaucoup d'auditions, mais la rencontre avec Amy Adams a permis à Snyder de sentir qu'elle était parfaite pour le rôle. Adams avait elle aussi déjà auditionné pour le rôle à 3 reprises. La première fut pour Superman Flyby, qui n'a pas été produit, la deuxième pour Superman Returns, avant de décrocher le rôle de Lois Lane pour Man of Steel après cette 3e audition. Viggo Mortensen fut considéré longtemps pour interpréter le général Zod, kryptonien incarné dans le passé par Terence Stamp, avant que le choix ne se porte finalement sur Michael Shannon. Shannon comparant d'ailleurs leurs 2 prestations en précisant qu'il serait beaucoup plus massif et qu'il avait lui aussi suivi un entraînement physique aux côtés d'Henry Cavill afin d'être réellement un adversaire de taille. Afin de trouver les acteurs susceptibles d'incarner Martha et Jonathan Kent, les parents adoptifs de Superman incarnés par Kevin Costner et Diane Lane, Snyder a voulu uniquement du réalisme. Diane Lane fut d'abord choisie afin de transmettre la sagesse et l'émerveillement d'une femme dont le fils a des pouvoirs au-delà de son imagination. Laurence Fishburne est choisi, lui, pour le rôle de Perry White, rédacteur en chef du Daily Planet et patron de Lois Lane, devenant ainsi le premier acteur afro-américain à incarner le personnage dans un film. Bien avant que Russell Crowe n'obtienne le rôle de Jor-El, père biologique de Superman, Sean Penn et Clive Owen furent pressentis. Russell Crowe a inséré les éléments de sa propre paternité à la lecture du script afin de dépeindre Jor-El, l'acteur soulignant l'implication de Snyder, appréciant le niveau de préparation du réalisateur. Russell Crowe est le 2e acteur oscarisé à incarner Jor-El, le père biologique de Superman, après Marlon Brando dans la version de Richard Donner. Le costume de Superman s'est vu également offrir un sacré lifting de la part de Zack Snyder. Il fut décidé de choisir les couleurs bleu et jaune plus sombres, mais de conserver tout de même le célèbre S sur la poitrine et la cape. En revanche, malgré la volonté au départ de Zack Snyder de conserver le slip, il sera décidé de le supprimer, car selon eux, ça ne fonctionnait pas. La cape a quant à elle été reconstituée en image de synthèse pour la plupart des scènes. Afin de rester secret, le nom de code du tournage de Man of Steel est nommé Autumn Frost, clin d'œil au prénom de la fille du réalisateur, dont on entend d'ailleurs la voix à la toute fin du générique. C'est la ville de Chicago qui sert de décor pour représenter la ville de Metropolis. Le tournage se déroulant d'août 2011 à Chicago jusqu'en janvier 2012 à Vancouver au Canada. Le film entre alors dans une longue période de post-production avec une conversion en IMAX 3D voulue par Christopher Nolan. Pour la musique, le choix se porte naturellement sur Hans Zimmer, fidèle compositeur de Nolan depuis Batman Begins, dont ce sera d'ailleurs leur 5e collaboration. Zimmer décide alors de ne pas reprendre le thème original des anciens films Superman, composé par John Williams, et de partir sur quelque chose de totalement nouveau pour se distinguer des films précédents. Man of Steel sort aux États-Unis le 14 juin et en France le 19 juin 2013, avec au casting Henry Cavill, Amy Adams, Diane Lane, Kevin Costner, Laurence Fishburne, Michael Shannon et Russell Crowe. On assiste à la naissance d'un bébé sur une planète évoluée technologiquement, mais dont les jours sont comptés. La planète étant sur le point d'imploser à cause des Kryptoniens eux-mêmes qui ont creusé le noyau de leur planète à la recherche des dernières ressources. Trop tard pour quitter la planète et rejoindre leur colonie, Jor-El et Zod, un général, s'affrontent dans le but de sauver le Codex qui représente la mémoire de l'ADN de leur espèce qui ne vient plus au monde naturellement mais est élevé dans des couveuses, un petit peu comme dans Matrix. Pour sauver leur enfant, Lara et Jor-El décident d'envoyer leur bébé sur la planète Terre et de fusionner le Codex avec lui. Même si on connaît l'histoire, c'est fascinant de la redécouvrir sous cette nouvelle lecture. Les costumes et les décors sont réellement soignés et magnifiques. Russell Crowe est crédible et charismatique. Zod défend son point de vue et son combat contre Jor-El est brutal, palpable et représente 2 idées qui s'affrontent pour sauver une espèce. Jor-El meurt, poignardé dans le dos par Zod, mais le vaisseau de l'enfant est envoyé à temps sur Terre et il est capturé et condamné à l'exil dans la zone fantôme.
On ne s'attarde pas plus longtemps sur Krypton et comme prévu, la planète finit par exploser. Dommage car franchement j'y serais bien resté un peu plus longtemps et j'aurais aimé en savoir encore plus sur cette civilisation. Après ce qui semble être une première ellipse, on retrouve des hommes sur une plateforme pétrolière en flammes et un homme plutôt baraqué qui ressemble limite à Wolverine qui arrive à les sortir de là et à sauver tout le monde. Nouveau retour dans le passé où l'on comprend que c'est Clark, enfant, qui fait la connaissance de ses pouvoirs. Il entend et voit tout en même temps. Puis retour dans le présent où Clark vole des fringues et se souvient qu'adolescent, il avait déjà sauvé des camarades de classe et avait donc dévoilé ses pouvoirs à ses camarades en sortant le bus de l'eau. La scène est géniale car sans CGI, c'est encore un régal. Papa Kent, incarné par Kevin Costner, lui explique qu'il ne faut plus user de ses pouvoirs en public pour ne pas faire peur aux gens. Et lui révèle d'où il vient réellement. La scène est plutôt émouvante et bien écrite. Tu es la réponse, fiston. La réponse à sommes-nous seuls dans l'univers. Si je continuais à faire comme si j'étais ton fils. Puis retour dans le présent où Clark maîtrise ses émotions face à un pauvre type qu'on aurait tous aimé se voir défoncer. Le mec a un self-control mais ne manque pas d'humour. Puis on le retrouve juste après sous le nom de Joe qui accueille une certaine Lois Lane du Daily Planet au Canada sur le lieu d'une importante découverte. Si on arrêtait de comparer nos queues et que vos hommes me montraient cette découverte. Un objet datant de 20 000 ans se trouve quelque part sous la glace. Clark, suivi par la journaliste, parvient jusqu'à ce qui semble être un vaisseau spatial et grâce à l'objet en sa possession depuis son enfance, réussit à activer l'énergie du module. Il fait la connaissance de ses ancêtres et Lois se fait éclater par le robot gardien. Clark la sauve en jouant les docteurs et s'envole avec le vaisseau. Alors on ne sait pas comment, mais du coup tous les militaires et scientifiques sont maintenant au courant. Perry White, le patron du Daily Planet, refuse de publier l'article de Lois, qui décide alors de le confier à Milburn pour que la vérité sorte sur Internet. Kal-El fait la connaissance de son vrai père à travers une image holographique de lui. La conscience et la mémoire de Jor-El qui lui donne alors un bref résumé de l'histoire de son peuple. Les colonies, la terraformation, tout ça. Et Kal découvre la couveuse présente dans le vaisseau ainsi que son futur costume qui n'a pas l'air d'aimer vraiment au premier abord. Entraîné par son père, il teste ses limites et si les débuts sont hésitants, comme dans les comics, il finit par trouver la force de s'envoler. J'ai pas honte de le dire, mais avec la musique de Hans Zimmer, la mise en scène de Zack Snyder, c'est l'une des scènes les plus cultes de l'histoire de la saga Superman. Je veux dire, tout le monde connaît cette scène, que vous ayez vu ou non Man of Steel, c'est peut-être la plus réussie. Lois fait son enquête à Smallville pour retrouver son mystérieux sauveur et atterrit forcément chez Madame Kent. Et c'est au cimetière où est enterré son père que Clark décide d'avoir une discussion franche avec Lois. Il lui explique pourquoi il ne doit pas se révéler au monde. Un nouveau flashback dans le passé où on découvre la mort de Jonathan Kent emporté par une tornade. En même temps, le Kansas est réputé pour ses tornades dévastatrices, donc pourquoi pas. Mais c'est la scène qui a le plus divisé le public, puisque Clark décide de ne pas intervenir et assiste à la mort de son père alors qu'il aurait pu le sauver grâce à sa super vitesse. Et pour ceux qui se demandent pourquoi il l'a pas fait, bah parce que son père lui a demandé et qu'il croyait en lui. Lois décide donc de ne pas insister et de garder le secret sur la véritable identité de Clark. Après avoir révélé qu'il a découvert ses origines à sa mère, et sans transition d'ailleurs, on se retrouve au NORAD, au ministère de la Défense, et là le film bascule dans sa deuxième partie. Un vaisseau approche de la Terre, et cette fois, il n'y a plus de doute, nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Dans une scène digne d'un film de Steven Spielberg, Zod s'adresse au monde entier à travers les écrans de télévision dans toutes les langues. Il menace Kal-El de se rendre et tente de le forcer à révéler sa véritable identité. À Kal-El, je dis ceci. Rends-toi dans les 24 heures ou regarde ce monde en subir les conséquences. Nouveau flashback dans le passé qui n'apporte rien de nouveau, à part que Clark, enfant, avait déjà appris à contrôler ses émotions. C'est à toi de décider quel genre d'homme tu veux devenir, Clark, parce que, quel que soit cet homme, qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais, il changera le monde. Et c'est à l'église, auprès d'un prêtre, oui, qu'il finira par trouver les réponses. Il décide donc de se rendre aux autorités et de jouer le jeu pour sauver l'humanité menacée par Zod. Il révèle son âge, 33 ans, tiens, l'âge de la mort du Christ, et c'est évidemment pas un hasard. Il est amené au général Zod qui exige que Lois l'accompagne pour une raison inexplicable à ce stade. Je crois que c'est jamais expliqué d'ailleurs. Zod lui révèle son histoire et comment ils se sont libérés de la zone fantôme et ont réussi à rejoindre la Terre. Il lui révèle son plan pour faire de la Terre la nouvelle Krypton. Je trouve ça toujours un peu con quand le méchant révèle son plan, mais bref, ça permet au public de comprendre les choix de Zod, pourquoi il fait ça, et qu'il pense bien agir pour le bien de son peuple. Ce qui est logique, car si les rôles étaient inversés, que feraient les humains? Peut-être exactement la même chose que lui.
Grâce à la clé de contrôle que lui a donnée Kal-El, Loïs parvient à s'enfuir du vaisseau grâce à Jor-El. Un petit peu une facilité scénaristique, elle apprend comment renvoyer Zod et sa bande dans la zone fantôme. Défonce cette paroi. Loïs, tu peux la sauver, Kal. Tu peux tous les sauver. La mère de Clark est étonnamment plutôt badass. Où est-il? Va te faire foutre. Et Clark vient la sauver, plutôt vénère, et ça fait plaisir à voir. La confrontation tant attendue peut enfin avoir lieu. Et c'est dans une petite ville qui semble être Smallville que le combat entre les lieutenants de Zod et Superman a lieu. Dans ce qui semble être un remake de ce qu'on a déjà vu dans Superman 2, mais en bien plus spectaculaire cette fois. Et Superman est d'abord la cible des humains, qui ne font pas la différence entre lui et ce que les militaires nomment les aliens. Fais quoi du type en bleu? Je le répète, attaquez toutes les cibles! C'est un combat très réaliste, parfaitement mis en scène, filmé caméra à l'épaule. C'est beau, ça va vite, on est dans l'action, et franchement, j'aimerais juste pouvoir revoir cette scène dans une salle de cinéma. Les Kryptoniens ont bien sûr l'avantage au combat, mais Superman sait se mettre en colère et rend coup pour coup. Superman est enfin non plus vu comme une menace, mais comme un allié. Cet homme n'est pas notre ennemi. Merci, colonel. Zod apprend que le codex a été caché dans les cellules de bébé Kal-El et décide de mettre en place son plan en libérant la machine à gravité afin de commencer la terraformation pour changer l'atmosphère de la Terre et la rendre ainsi viable pour les futurs Kryptoniens. Le plan étant de réveiller l'ADN de milliards d'individus après avoir tué Kal-El. De leur côté, Superman et Lois révèlent leur plan pour anéantir Zod en utilisant le vaisseau qu'il a amené sur Terre pour créer une sorte de trou noir qui va aspirer le vaisseau de Zod dans un autre espace-temps. C'est très scientifique, mais reste crédible. On sent d'ailleurs la patte de Christopher Nolan ici à l'écriture. Contrairement à ce qui s'est dit à l'époque, le film ne manque pas d'humour de temps en temps. Reculez un peu, ça vaudrait mieux. Peut-être un peu plus. Les scènes de dialogue alternent avec les scènes d'action. Zod prend le contrôle du vaisseau et se débarrasse de Jor-El une dernière fois, pendant que Superman se bat de toutes ses forces contre la machine kryptonienne. On assiste du point de vue des humains à leur hauteur à la destruction inéluctable de Metropolis et au courage de ses habitants. C'est beau, c'est puissant et merde, comment ne pas aimer ce film? Là encore, c'est du jamais vu, les immeubles qui s'effondrent, la machine gravitationnelle, la musique, bordel, c'est énorme. Superman, de son côté, parvient à détruire l'autre partie de la machine. Après avoir galéré pendant l'activation du module, et Superman ayant détruit le vaisseau de Zod, Lois, le colonel et le scientifique se sacrifient. Une belle mort est une récompense. Superman parvient à sauver Lois d'une chute mortelle, et le plan a fonctionné. Ne reste plus que Zod et Superman qui vont s'affronter à Metropolis. Les CGI ont plus de 10 ans et sont encore très belles, ça ne nuit en rien au film et c'est plutôt réaliste. Zod détruit des immeubles parce qu'il s'en fout complètement de cette planète et Superman fait son possible pour gérer la situation dans un combat titanesque entre les deux Kryptoniens. J'ai trop souvent entendu qu'il aurait dû fuir pour l'emmener loin de Metropolis, dans un champ, là où il y aurait eu moins de dégâts. Mais c'est n'importe quoi de dire ça. Et Zod ? Il aurait fait quoi en fait? Il l'aurait suivi? Bah non, il aurait continué à tout détruire. Superman finit par avoir le dessus sur Zod et parvient à l'immobiliser, mais doit se contraindre à l'exécuter afin de sauver cette famille. Se rendant compte que Zod n'arrêtera jamais de tout détruire sur son passage, en faisant cela, il tue le seul être qui était comme lui et laisse ainsi mourir son passé. Faisant le choix de sauver et de continuer à protéger la Terre. Il se débarrasse d'un drone de surveillance et donne sa confiance au général. Voulant continuer à vivre comme il le souhaite et sans se soumettre aux décisions d'un gouvernement. Et Clark à vélo rejoint enfin le Daily Planet où il va devenir journaliste. Et quelle belle conclusion! A noter que dans la version originale, Lois dit à Clark « Bienvenue aux planètes !» Et on comprend bien mieux pourquoi Clark lui sourit et c'est le début d'une vraie complicité entre Lois et Clark. Paraît que ça se dégrade après le premier baiser. C'est vrai, mais seulement si vous embrassez un humain. Avec son budget de 225 millions, Man of Steel remporte 670 millions de dollars au box-office, soit le triple de son budget initial, ce qui en fait bien sûr un très beau succès commercial et satisfait enfin la Warner. Man of Steel devient d'ailleurs le plus grand succès au cinéma de la franchise Superman et le deuxième plus grand succès de tous les temps pour un reboot derrière The Amazing Spider-Man, mais l'a tout de même battu sur le territoire américain.
En France, Man of Steel prend directement la première place du box-office avec 1 million d'entrées pour sa première semaine en salle, je le sais, j'y étais, et se terminera avec 2,3 millions d'entrées à la fin de l'été 2013. Man of Steel est très bien accueilli par la critique et le public, le qualifiant dans l'ensemble d'une œuvre hautement respectable qui fournit un travail inspiré sur la mythologie de Superman, un film spectaculaire, formidable, lyrique et mélodramatique. Man of Steel tient ses promesses et est un film phénoménal. L'imagerie christique est à nouveau présente dans le film, tout comme dans Superman Returns, pour faire la comparaison entre Superman et Jésus-Christ. Zack Snyder et son équipe ont glissé plusieurs allusions à des films ou à des personnages de l'univers DC Comics. On peut voir par exemple le logo de l'entreprise Star Labs, où travaillent certains personnages de DC, comme Cyborg, et à plusieurs reprises on peut voir des camions de l'entreprise LexCorp, fondée par Lex Luthor. Il y a également plusieurs références à Batman, en arrière-plan une affiche sur laquelle est inscrit « Keep calm and call Batman », ainsi qu'un logo Wayne Enterprise sur le satellite détruit à la fin. En 2013, Warner Bros révèle vouloir attendre de voir les résultats au box-office de Man of Steel avant de lancer un hypothétique film centré sur la Justice League, qui pourrait être la réponse de DC à Marvel et ses Avengers. L'équipe regroupant les principaux héros de DC Comics, comme Batman, Wonder Woman ou encore Flash. Selon Christopher Nolan, The Dark Knight était volontairement un projet solo. L'histoire se déroulait toujours dans un monde isolé qui ne permettait pas à d'autres super-héros d'intervenir. Man of Steel est donc pensé pour être plus ouvert et amener d'autres super-héros dans l'histoire. Henry Cavill se dit alors à l'époque prêt à reprendre son rôle pour de nouveaux films. Une suite à Man of Steel est vite annoncée en raison de son succès au box-office. Zack Snyder et la Warner annoncent lors du Comic-Con en juillet 2013 que le personnage de Batman sera dans cette suite, prévue pour une sortie le 6 mai 2016 et en partie basée sur Batman Dark Knight de Frank Miller. En revanche, longtemps évoqué, il n'y aura jamais de suite centrée uniquement sur Superman. Avant Zack Snyder, c'est d'ailleurs à Ben Affleck que le projet de Man of Steel avait été proposé, mais ce dernier déclina l'offre à cause de son manque d'expérience en matière d'effets spéciaux. Zack Snyder voulait faire de Man of Steel son film le plus réaliste. Il a donc opté pour une mise en scène intimiste en tournant caméra à l'épaule et en 2D avant une conversion en 3D en post-production. L'anecdote la plus connue, mais je vais quand même vous la donner, est celle d'Henry Cavill qui faillit louper l'appel de Zack Snyder. Alors qu'il cherchait à le joindre pour lui annoncer qu'il avait obtenu le rôle de Superman, Henry Cavill était lui occupé à jouer en ligne sur World of Warcraft. C'est vraiment un geek, le Henry Cavill. Henry Cavill qui avait d'ailleurs déjà croisé Russell Crowe à l'âge de 16 ans, lorsqu'il était figurant sur le film L'Échange, porté par Russell Crowe et Meg Ryan, lors d'une scène tournée dans son lycée en Angleterre. L'adolescent avait fait part à Russell Crowe de son envie de devenir acteur, et la star de Gladiator lui avait alors gentiment répondu « Ce n'est pas quelque chose d'évident, mais si vraiment c'est ce que tu souhaites, alors fonce !» Quelques jours plus tard, il lui envoya une photo dédicacée de lui dans Gladiator, accompagnée du mot « Un voyage de 1000 km commence toujours par un premier pas ». Man of Steel, c'est le fruit d'une rencontre artistique très attendue entre Christopher Nolan et Zack Snyder, deux cinéastes au style très affirmé, deux auteurs qui ont su démontrer chacun dans leur style leur capacité d'innovation, sur le contenu pour Nolan et sur l'aspect visuel pour Snyder. Et les deux hommes se complètent merveilleusement bien sur ce film, comme si l'un ne prenait jamais le dessus sur l'autre et corrigeant même les défauts de l'un, soulignant les qualités de l'autre. Snyder n'abuse pas de ses ralentis, et Nolan propose une histoire qui se suit sans qu'on ait l'impression de ne rien avoir compris à la fin du visionnage. Véritable concentré de destruction massive et d'explosions en tout genre, Man of Steel est jouissif visuellement. Il en met plein la vue et c'est ce que j'attends d'un film de super-héros quand je vais au cinéma. La première partie sur Krypton est l'un des meilleurs moments du film. Moi qui me plaignais dans les précédents que c'était froid et sans vie, ici l'univers prend vie, enfin, et on perçoit cette civilisation très évoluée technologiquement, mais sur le point de disparaître, ils sont peut-être une dystopie d'ailleurs du futur de l'humanité. Le film n'est cependant pas parfait, et son découpage me pose souvent problème. Les allers-retours entre le passé et le présent sont faits à la manière de Batman Begins, mais ici je trouve qu'il y en a un peu trop. En revanche, contrairement à ce que j'ai pu lire ou entendre dans d'autres critiques depuis 10 ans, cela ne casse jamais le rythme du film. Faut pas abuser non plus les gars, cela nous permet de comprendre ce que ressent Superman dans le présent grâce à ses souvenirs du passé.
Deux civilisations sont confrontées, Krypton et la Terre, et au milieu, Clark déchiré entre ces deux patries. Snyder et Nolan en font le moteur de leur film, de manière à pousser le spectateur à réfléchir. Et tout ça, ça nous est présenté sous la forme des leçons qui sont inculquées par le père adoptif de Clark, donc incarné par Kevin Costner, que je trouve excellent dans le film. En revanche, Man of Steel n'a pas le temps d'installer la romance entre Lois et Superman, qui est totalement absente du scénario, et leur baiser à la fin arrive comme un cheveu sur la soupe. On comprend vraiment pas comment ils ont pu avoir le temps d'être attirés l'un vers l'autre. Si on sent bien un début de complicité s'installer, ça ne justifiait pas selon moi ce baiser dans les cendres de Metropolis. Ça aurait mérité de les voir interagir un peu plus avant cela. Kevin Costner est vraiment parfait dans le rôle du papa de Clark, mais son arc a des défauts d'écriture. Car si je comprends que Superman se refuse à le sauver de la tornade, par respect pour l'idéologie que son père lui inculque depuis son enfance, il décide de ne pas intervenir. Ce sont les agissements du père en revanche que je comprends vraiment pas. Car c'est en voulant secourir ce chien qu'il finit emporté par une tornade, alors que plus tôt dans le film, il a reproché à Clark d'avoir usé de ses pouvoirs devant ses camarades de classe lors de l'accident du bus. Et pourquoi c'est pas Clark qui est allé finalement chercher ce chien, puisque lui aurait pu survivre à la tornade en laissant son père se protéger sous le pont? C'est là où pour moi, il y a une facilité scénaristique et où j'ai toujours un petit peu de mal à comprendre pourquoi la scène a été faite comme ça. Quant au personnage secondaire, Michael Shannon arrive à insuffler une certaine rage au général Zod et Russell Crowe apporte un peu de chaleur au film, même si ses interventions holographiques relèvent de la pure facilité de scénario, clairement. Ce qu'on a aussi souvent reproché à Man of Steel, c'est le fait que Superman fait le choix de tuer Zod à la fin. Enfin, si on peut appeler ça un choix, puisque c'est pour sauver un couple et son enfant. Or dans les comics, Superman ne tue jamais. Christopher Nolan était d'ailleurs, sachez-le, contre cette idée à la base. Il affirmait que Clark ne pouvait pas faire ce choix. Seulement le cri de douleur poussé par Superman à la fin, montre que ce fut réellement difficile pour lui, voire contre nature, et ça permet de l'humaniser un petit peu plus, ce qui du coup est un atout majeur pour moi afin qu'on s'attache à lui dans les prochains films. En dehors des points négatifs que je viens d'évoquer, tous les astres semblent s'être alignés sur Man of Steel. Un nouvel univers cinématographique était en train de naître sous nos yeux, avec sa propre identité, une vraie vision d'auteur, un respect du matériau d'origine, et une réalisation punchy de Zack Snyder qui, pour une fois, n'a pas abusé des ralentis trop lourdingues selon moi. Michael Shannon livre une interprétation de Zod puissante, sincère, comme s'il ne faisait qu'un avec le personnage, et lorsqu'il perd sa raison de vivre avec la perte du codex, il est sublime dans son jeu, sa colère en devient presque touchante. Zod, c'est un homme voulant protéger sa planète, et ce que son peuple représente, mais il n'a aucune empathie ni émotion. Les choix qu'il fait sont donc calculés, il sait ce qu'il veut, il voit en son peuple une race supérieure, et dans ses choix, il le montre clairement. C'est un homme mauvais, mais dont on comprend les objectifs. Michael Shannon est époustouflant, je l'ai comme beaucoup découvert grâce à Man of Steel, et je vous recommande d'ailleurs 3 autres films où je l'ai trouvé tout aussi incroyable. 99 Homes, où il partage l'affiche avec Andrew Garfield, La forme de l'eau bien sûr de Guillermo del Toro, et Midnight Special, autre film de science-fiction que j'ai adoré. Snyder nous livre donc avec Man of Steel une œuvre où l'action est présente de façon quasi continue, et sur les 2h30 que dure le film, il y a plus d'1h30 d'action, de scènes de combat titanesques et apocalyptiques. A l'inverse, sa réalisation est presque poétique, avec des plans très beaux et inspirés. Certaines scènes me font encore frissonner à chaque visionnage. Je revois Man of Steel comme une œuvre unique, qui se suffit à elle-même. Je n'ai pas forcément envie de voir les suites d'ailleurs, lorsque j'ai fini de regarder Man of Steel. C'est pour moi une sorte de préquel, où Superman n'est pas encore journaliste. On se concentre uniquement sur son identité partagée entre la Terre et Krypton, et sur le choix qu'il doit faire entre les deux. Un mot sur Hans Zimmer, qui signe l'une de ses plus belles bandes originales, avec des morceaux variés, épiques, souvent très beaux, que je prends régulièrement plaisir à écouter depuis 10 ans. Et comment ne pas avoir les larmes aux yeux devant le premier vol de Superman dans la neige? Le réalisateur nous offre une mise en scène magnifique, des scènes dignes de véritables tableaux magnifiés par la musique de Hans Zimmer. Il y a vraiment un monde entre Man of Steel et les précédents films de la saga Superman. En 2013, l'univers DC était bel et bien de retour au cinéma, comme ressuscité par Zack Snyder et Christopher Nolan, dont on sent clairement l'influence au scénario et à la production.
Superman avait de beaux jours devant lui. Mais ça, c'était avant que son destin ne finisse par le rattraper et que les studios Warner prennent de mauvaises décisions, trop préoccupés par leur envie de vite rattraper Marvel au box-office, pressés de mettre en place leur Justice League au plus vite. Man of Steel n'aura étonnamment jamais de suite. Car détrompez-vous, Batman v Superman n'est pas réellement une suite à Man of Steel. C'est un prologue pour vite nous servir la Justice League. C'est très différent selon moi et il faudrait pas l'oublier. Jamais un film de super-héros n'avait pu nous offrir toutes ces scènes d'action et ces combats aériens d'une crédibilité et d'une lisibilité sans faille. La bataille de Metropolis a fait passer la bataille de New York des Avengers pour un combat d'enfants dans un bac à sable. Man of Steel est un film que j'aime vraiment beaucoup, mais que j'ai du mal à trouver mieux que le Superman de Richard Donner de 1978. Et oui, ça va peut-être vous surprendre, mais je l'ai mis à peu près à un niveau équivalent, mais pour des raisons bien sûr très différentes. Ils ont tous les deux leurs qualités et leurs défauts respectifs. Ce dont je suis certain, c'est que Henry Cavill est le Superman d'une génération, comme Christopher Reeve avant lui. Et Man of Steel est un film qui a marqué son époque, et on ne reverra jamais plus un film comme celui-ci, croyez-moi. Il est unique en son genre et ne ressemble pour moi à aucun autre. Et s'il ne l'est pas encore, il deviendra culte dans les prochaines années. Superman est mon héros et ce film reste l'un des hommages les plus beaux et les plus sincères que j'ai eu l'occasion de voir. Man of Steel est l'étincelle et la lueur d'espoir dont DC avait besoin au cinéma. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous invite bien sûr à la liker, commenter et partager. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez me soutenir afin que je puisse vous produire d'autres rétrospectives sur les films cultes de l'histoire du cinéma. Vous pouvez bien sûr me faire vos propositions en ajoutant un petit commentaire. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur les autres réseaux, Instagram notamment et TikTok, je vous mets tous les liens en description de toutes les vidéos. Il me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine et soyez heureux. Soyez heureux. Soyez enculés.